Bonjour à tous, je m'appelle Amandine Chauvia, je suis doctorante en dernière année au sein du laboratoire d'écologie microbienne dans l'équipe BIR. Et aujourd'hui, je viens vous présenter mes travaux de thèse qui portent sur les pompes à effluves RND de Stenotrophomonas maltophilia dans l'émergence de l'antibiorésistance dans l'environnement. Donc pour débuter, je vais vous parler aujourd'hui de résistance aux antibiotiques et je voulais savoir, quand on vous parle de résistance aux antibiotiques, qu'est-ce que ça vous évoque ? À quoi ça vous fait penser en premier lieu? Personne n'ose. Les antibiotiques, c'est pas automatique, ouais, très bien. En fait, très souvent, quand on parle de résistance aux antibiotiques, ce qui vient en premier lieu en tête chez les gens, c'est de la résistance liée au milieu clinique, liée à la santé humaine. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer, on ne peut plus étudier la résistance aux antibiotiques que du point de vue clinique. Donc au début des années 2000, il y a un concept qui est né qui s'appelle le concept One Health, une seule santé ou santé globale. Et ce concept-là, il promeut l'interdépendance de la santé de l'homme à la santé de l'animal et à la santé de l'environnement. Donc ça, du point de vue de la résistance aux antibiotiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Du point de vue de la santé de l'homme, je pense que vous êtes tous conscients qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à traiter les infections que l'homme contracte à cause des bactéries qui sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. C'est la même chose qui se passe chez l'animal. On va traiter les animaux à la fois d'élevage et les animaux domestiques avec des antibiotiques. Certaines molécules sont partagées entre la santé de l'homme et la santé de l'animal. Et on va avoir également l'apparition de résistance dans le compartiment animal. Il y a un réseau de surveillance d'ailleurs qui a été mis en place par l'ANSES qui s'appelle RESAPAT et qui surveille l'émergence de résistance aux antibiotiques chez les animaux depuis quelques dizaines d'années. Et il y a également le compartiment environnemental qui rentre aujourd'hui en jeu. Pourquoi ? Parce que dans l'environnement aussi, on va retrouver des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et cette santé globale, en fait, ce qui se passe, c'est que les bactéries résistantes et les gènes de résistance, ils vont se transférer et circuler entre tous ces compartiments. Donc moi, je m'intéresse au compartiment de l'environnement. Et donc la question que je me pose, c'est pourquoi on va retrouver des bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'environnement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bactérie, elle ne devient pas résistante par pur hasard aux antibiotiques. Elle le devient parce qu'elle est soumise à des pressions de sélection. Donc en milieu clinique, des pressions de sélection, ça va être la forte utilisation d'antibiotiques ou de désinfectants. Ça va créer de la pression sur les bactéries qui sont là et ça va aller sélectionner des résistances aux antibiotiques. Dans l'environnement, on va également retrouver la présence d'antibiotiques et de désinfectants, mais dans des concentrations qui sont trop faibles pour expliquer à elles seules qu'on retrouve des bactéries résistantes. Donc on a d'autres pressions de sélection qui vont rentrer en jeu. C'est le cas notamment des métaux lourds et également des molécules qui sont produites pendant les interactions. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que ma bactérie, quand elle est dans l'environnement, elle n'est pas toute seule. Elle va interagir avec d'autres micro-organismes, elle va interagir avec des plantes. D'ailleurs, les premiers antibiotiques qui ont été découverts, ils étaient produits par d'autres micro-organismes. Et moi, c'est sur ce type de molécules que je travaille au cours de ma thèse. Donc pour étudier ces pressions de sélection, j'avais besoin d'un modèle bactérien qui va se retrouver à la fois en milieu clinique et dans l'environnement. Donc moi je travaille sur Stenotrophomonas maltophilia. Donc vous voyez ici sa petite tête sur des boîtes de pétri. Donc qui est Stenotrophomonas maltophilia ? C'est une bactérie environnementale ubiquiste. Donc ubiquiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on la retrouve de partout. On va la retrouver dans les sols, on va la retrouver dans l'eau, en association avec les animaux, les insectes. On va la retrouver en association avec les végétaux, sur les fruits, sur les légumes. On va également la retrouver dans les boissons et l'alimentation à destination de la consommation humaine, à domicile, sur des fontaines à eau. Enfin, vraiment, on la retrouve de partout. Cette bactérie, c'est également un pathogène opportuniste, donc elle va provoquer des infections nosocomiales à l'hôpital. Et elle est particulièrement problématique parce qu'en milieu clinique, parce qu'elle est résistante, elle a une résistance intrinsèque aux antibiotiques. Cette résistance-là, elle est notamment conférée par le fait qu'elle possède en très grand nombre des pompes à effluves dans son génome. Donc une pompe à effluves, pour vous expliquer un petit peu, ici vous avez donc une bactérie. Quand la bactérie est exposée à des antibiotiques, les antibiotiques vont pénétrer à l'intérieur de la bactérie et si elle n'a pas de moyen de défense, vont entraîner sa mort. Quand la bactérie possède une pompe à effluves, ça va lui permettre de faire ressortir les molécules d'antibiotiques et ainsi de devenir résistante et de se protéger de l'effet des antibiotiques. Donc la première question que je me pose, moi, pour ma bactérie,
Comme je sais qu'on a des souches qui proviennent du milieu clinique et des souches qui proviennent de l'environnement, c'est de savoir si ces souches possèdent le même nombre de pompes à efflux. Elles sont dotées de la même manière en pompes à efflux. Donc, je vais vous montrer un petit schéma. Donc ici, vous avez différentes souches de ma bactérie. En vert, les souches qui proviennent de l'environnement. En rouge, celles qui proviennent du milieu clinique. Et ici, vous avez les différents gènes des pompes à efflux, avec les petits schémas des pompes à côté. Et donc, je vous fais apparaître une heatmap. Ici, ce que vous voyez, c'est que quand la bactérie, quand la souche possède le gène de la pompe, vous avez un petit carré bleu. Quand elle ne le possède pas, vous avez un carré blanc. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas vraiment de différence dans le contenu en pompe à efflux entre mes différentes souches qui proviennent du milieu clinique ou de l'environnement. Donc ça nous pose des questions sur, chez nos souches environnementales, à quoi vont servir ces pompes à efflux, quel est leur rôle, et dans quelles conditions, par quelles molécules de l'environnement leur expression va être induite, donc sous-entendu comment elles vont être activées dans l'environnement. Donc moi, dans l'environnement, je travaille pas, surtout, je travaille sur les interactions de ma bactérie avec des amibes libres. Donc les amibes libres, c'est quoi? C'est des protozoaires qu'on va retrouver dans l'eau, dans le sol, dans l'air, et elles vont naturellement se nourrir de micro-organismes, dont les bactéries. Donc elles vont reconnaître les bactéries, elles vont les attraper avec des sortes de bras qu'on appelle des pseudopodes, et elles vont les internaliser dans des vacuoles, c'est l'équivalent d'un petit estomac, où elles vont aller digérer les bactéries. Et la bactérie sur laquelle je travaille, donc Stenotrophomonas maltophilia, elle a la particularité de pouvoir survivre à l'intérieur de l'amibe, mais également de se multiplier dans l'amibe. Donc dans l'équipe, on a émis l'hypothèse que pendant cette interaction, il va y avoir une production de molécules, de métabolites, qui vont induire l'expression des pompes à efflux chez la bactérie sur laquelle je travaille. Donc pour débuter, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que nos pompes, elles sont vraiment induites, activées quand la bactérie est à l'intérieur de l'amibe? Donc pour ça, on avait besoin de construire un outil. Donc on a construit des souches rapportrices. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'ai pris ma bactérie, je lui ai ajouté un plasmide. Donc un plasmide, c'est une petite molécule d'ADN circulaire. Et ce plasmide-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand on place notre bactérie dans des conditions où les pompes vont être activées, notre bactérie va devenir fluorescente dans le verre. Donc en microscopie, ça ressemble à quoi? Ici, vous avez nos bactéries qui, quand elles ont le plasmide, sont rouges avec le laser rouge. Quand elles expriment la pompe, elles deviennent vertes. Et quand en microscopie, on combine les différents canaux, le rouge et le vert, on obtient du jaune. Donc je reviens à ma question. Est-ce que les pompes à efflux sont induites in amoeba? Donc ici, vous allez avoir une petite vidéo. Donc ce que vous voyez là, les petites choses étoilées, ce sont des amibes, et à l'intérieur, les petits points fluorescents, ce sont les bactéries. Quand j'anime, on se rend bien compte qu'à l'intérieur des amibes, on a beaucoup de bactéries qui fluorescent, donc qui ont les pompes activées. J'ai une deuxième petite vidéo, je vous invite à regarder cette amibe ici, parce qu'on va vraiment bien voir les bactéries à l'intérieur. Et on se rend bien compte qu'on a des petits bacilles qui sont jaunes, donc ça veut dire qu'on a bien une expression de nos systèmes, de nos pompes à efflux à l'intérieur des amibes. Une fois qu'on sait ça, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va être produit pendant cette interaction? Quelles sont les molécules qui vont aller induire et activer ces systèmes-là? Donc pour ça, je réalise des co-cultures. Donc je cultive ensemble ma bactérie plus mon amibe. J'ai également mes conditions témoins où je vais avoir ma bactérie toute seule, mon amibe toute seule et le milieu tout seul. Je vais récupérer le surnageant, donc c'est le milieu dans lequel il y aura les molécules de l'interaction qui auront été sécrétées. Et ce surnageant-là, il est composé d'un pool de molécules extrêmement complexe qu'il est très difficile d'analyser tel quel. Donc on est obligé d'appliquer une stratégie de fractionnement bioguidé. Donc fractionnement, pourquoi? C'est parce que ce pool-là, on va le subdiviser en sous-échantillons dans lesquels on aura beaucoup moins de molécules à analyser. Donc ce que vous voyez ici, c'est un chromatogramme. Ça permet de séparer les différentes molécules dans le temps. Et donc là, les fractions qu'on applique, c'est comme si on récupérait les molécules qui sont au début du chromatogramme, puis au milieu, puis à la fin, et ça nous donne des échantillons moins complexes à analyser. Une fois qu'on a toutes ces fractions, on ne va pas aller faire l'effort d'identification des molécules sur toutes les fractions. Donc on va faire ce qu'on a, donc c'est la partie bioguidée. On va regarder laquelle de ces fractions a une activité biologique, c'est-à-dire laquelle de ces fractions active les pompes, possède les molécules qui vont activer les pompes. Une fois qu'on a identifié la fraction active,
On va aller analyser ça en chromatographie liquide couplée à de la spectrométrie de masse. Donc pour commencer, ici, vous avez un petit schéma qui vous montre les différentes fractions. Ici, vous avez les fractions qui proviennent de la culture de la bactérie seule, de la culture de l'amibe seule et de la culture des deux ensemble. Et donc ici, la ligne pointillée, quand on est au niveau de la ligne pointillée, ça veut dire qu'on n'a pas de surexpression de la pompe à efflux. Quand on est au-dessus, ça veut dire qu'on a une surexpression. Et nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une surexpression avec la fraction 2. Donc ça veut dire que la fraction active, c'est la fraction 2. Donc c'est sur cette fraction qu'on va mettre l'effort d'identification des molécules qui sont présentes, parce qu'on se pose la question de quelles sont là où les molécules qui vont induire l'expression des pompes. Donc cette fraction 2, on la passe donc en chromatographie liquide couplée à de la spectrométrie de masse. Donc chromatographie, je vous rappelle, c'est la technique qui nous permet de séparer dans le temps les différentes molécules qu'on va avoir à l'intérieur de notre fraction. La spectrométrie de masse, elle, ce qu'elle va être capable de faire, c'est de nous d'associer à chaque pic, à chaque molécule, un spectre de fragmentation qui nous permet de nous aider à élucider la structure et la formule de la molécule, pour identifier la molécule. Ce qu'il faut savoir, c'est que la science de l'identification des molécules et des métabolites produits par les micro-organismes, c'est quelque chose de très nouveau. Il y a très peu de notions dessus. Donc ce qu'on fait quand on a les résultats, on va aller les confronter d'abord à des bases de données, mais il y a très peu de bases de données sur les micro-organismes. Donc en plus, ce qu'on fait, c'est de la prédiction in silico. Donc la prédiction in silico, c'est quoi ? C'est du calcul informatique qui va essayer de nous prédire quelle est la formule et la structure la plus probable pour nos différentes molécules. Et ensuite, on va construire ce qu'on appelle un réseau moléculaire. Donc un réseau moléculaire, je vous ai fait un petit zoom sur une partie. Donc qu'est-ce que c'est ? Chaque petite boule que vous voyez, ça représente une molécule. À l'intérieur, on a un petit camembert qui nous permet de savoir si cette molécule, dans quelles conditions je vais retrouver ma molécule. Est-ce que je la retrouve que chez la bactérie, que chez l'amibe ou quand j'ai les deux ensemble ? Et ensuite, les réseaux, les petits liens que vous voyez entre les différentes molécules, ça nous permet de regrouper ensemble des molécules qui vont être d'une même famille pour aider à l'identification. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a identifié des molécules candidates. On a d'ailleurs une petite stagiaire de Master 2, Inès Yousfi, qui travaille à la caractérisation d'une de ces molécules. Et on poursuit également les analyses en réseau moléculaire pour essayer d'affiner et de trouver de nouvelles molécules inductrices des pompes. Donc si je vous remets dans un contexte un petit peu plus global, à quoi ces travaux ils vont contribuer ? Donc comprendre dans l'environnement comment des molécules produites par les amibes vont activer des systèmes de résistance aux antibiotiques, c'est comprendre comment dans l'environnement on a des bactéries émergentes qui vont de l'émergence d'antibiorésistance dans l'environnement, qui à terme va présenter un risque de dissémination au sein de l'environnement, mais dans un contexte de santé globale, va également avoir un risque de se disséminer dans le compartiment animal et à terme de disséminer dans le compartiment de l'homme et donc de représenter un risque pour la santé humaine. Je vous remercie pour votre attention. Je tiens à remercier mes collègues du laboratoire d'écologie microbienne et également nos collaborateurs de l'Université de Genève et de l'Université Jean Blou Agrobiotech. Merci. Merci beaucoup, Amandine. Avez-vous des questions ? Monsieur ? Merci. Juste sur le concept, là, l'induction, c'est pas forcément la même chose que ce qui était pompé. Est-ce qu'on peut induire la pompe et que la pompe pompe autre chose dans l'environnement? C'est exactement ça qui se passe. En fait, les pompes à efflux, c'est la différence entre substrat, ce que la pompe est capable de ressortir de la bactérie, et inducteur, c'est les molécules qui vont être capables d'activer les pompes. Ce qu'on voit, c'est que la majorité des substrats des pompes chez notre bactérie, c'est des antibiotiques. Par contre, quand on s'intéresse à ce qui va être inducteur, c'est majoritairement des molécules qu'on va retrouver dans l'environnement d'origine naturelle. C'est des molécules qui sont produites dans les interactions avec les plantes ou avec d'autres micro-organismes. Donc c'est pour ça que nous, on se concentre sur les amibes et on essaye de comprendre quelle molécule dans l'interaction avec les amibes va induire ces systèmes-là.
Oui, une autre question. Je voudrais savoir, la bactérie, elle est de quel gramme négatif ou bien positif? Staphylococcus c'est une gramme négative. Ok, merci. Merci pour la présentation. Moi j'avais une question. Du coup, à la fin, vous disiez qu'il y avait un risque du coup de disséminer dans les différents compartiments. Du coup, là, vous étudiez le mécanisme, et du coup, est-ce qu'il y a un moyen que ça ne dissémine pas dans les différents compartiments ou c'est inévitable? Est-ce qu'on a des moyens Ouais. de lutte pour que ça ne diffuse pas? Non, je pense pas. Très honnêtement, on est interconnecté aux animaux, on consomme des animaux d'élevage, on se balade dans l'environnement, donc les trois compartiments, ils sont liés de toute manière. La seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on ne peut plus étudier l'antibiorésistance que dans un compartiment, on est obligé de prendre en compte le fait qu'il y a un risque que tout est interconnecté et qu'il y a un risque que ça se propage. Et la propagation, c'est propagation des bactéries résistantes, mais ça peut être aussi propagation de gènes de résistance. Les bactéries sont capables de s'envoyer des gènes de résistance les unes aux autres. Donc c'est assez complexe. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi j'avais une question, alors peut-être elle est toute bête, hein, je suis désolée. Non, il n'y a pas de Donc, souci. à ce que je comprends, tout ce qui est résistance des antibiotiques est dépendante de cette pompe à efflux. Pourquoi vous vous intéressez à l'induction de ces pompes à efflux et pourquoi pas un peu créer quelque chose qui bloquerait cette pompe à efflux pour éviter cette résistance? Alors, pour la première partie, c'est un type de mécanisme de résistance aux antibiotiques. Il y en existe beaucoup d'autres. Nous, on s'intéresse à celui-là parce que c'est un mécanisme de multi-drug résistance. Ça veut dire que vous avez des mécanismes, c'est un mécanisme qui va conférer une résistance à un antibiotique. Ça, une fois que la pompe elle est activée, ça va conférer des résistances à plein de molécules, plein d'antibiotiques, et on se retrouve avec des bactéries. Enfin, clairement, Staphylococcus maltophilia en milieu clinique, elle est très problématique parce qu'elle résiste à tellement de choses que les options thérapeutiques qui nous restent, on a très très peu de choix. Pour ce qui est de trouver des alternatives, donc oui, il y a des recherches qui sont faites pour rechercher des inhibiteurs de pompe à efflux. Ça existe. Nous, dans notre équipe, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Nous, on essaye vraiment de comprendre dans l'environnement quelles molécules vont activer ces systèmes-là. Mais on n'est pas dans la recherche d'une lutte pour lutter contre ça. Y a-t-il d'autres questions? Non? Dernière chance? Ah, j'ai pas. Tenant compte de la résistance des bactéries, entre les bactéries de gram positif et négatif, quelles sont la catégorie qui résiste le plus? Qui résiste le plus? Ouais. Là, c'est les deux. Hein. Je pense qu'il y a clairement des problématiques avec des grammes positifs et des grammes négatifs maintenant. Au niveau clinique, il y a des souches grammes plus et grammes moins qui vont poser des problèmes, toutes les deux, au niveau multirésistance aux antibiotiques. D'accord. Merci. Merci. Il n'y a plus de questions? Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à Amandine. Merci. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau barcamp. Merci. Ouais.